Sud Radio, c'est excellent, 19h-20h, Judith Belair. Bonsoir les copains, c'est excellent, c'est votre émission du dimanche soir à 19h sur Sud Radio. Face à cette période de retour à la liberté, aux arts et à la musique, à la culture en général évidemment aussi, j'ai eu envie d'inviter pour vous un musicien symbole de ce que la variété française fait de mieux, un chanteur et compositeur que nous connaissons tous, pour évoquer avec lui un nouveau chemin, peut-être un peu plus éclairé. Et c'est notre monument national, Alain Chamfort, qui s'est plié au jeu et a accepté de venir se partager dans cet excellent ce soir. Comme vous le savez, dans cette émission, les parcours et les destins des créateurs qui ont choisi l'excellence comme leitmotiv ont la parole belle, et ce évidemment, quel que soit leur secteur. En seconde partie d'émission, vous pourrez retrouver un homme qui a connu les ors de la République et les couloirs de l'Élysée de très près, un proche des grands hommes politiques français contemporains, dont un en particulier, vous allez le découvrir. Et il rend d'ailleurs hommage à un symbole national et pas des moindres dans son dernier livre. Il s'agit de Frédéric Sala-Barou, qui vient nous raconter Léon Blum et un peu de lui-même, je l'espère. Et en bulle stratégie, cette semaine, on part dans la forêt, en cabane plus précisément, avec Gaspard de Moustier, cofondateur de Coucou Cabane, à la tête de 4 écodomaines pour 88 cabanes. Une escapade originale pour les vacances qui arrivent. C'est excellent, bienvenue chez vous. Bonsoir Alain Chamfort, bonsoir. Bienvenue sur Sud Radio. Alors avant d'en venir à votre parcours et à, je l'espère, quelques confidences, on va vous écouter chanter. Alain Chamfort, c'était ça. Manu, Manu, rêva. Où es-tu, Manu, Manu, rêva? Tu te donnes à moi sans confession quand je veux t'aimer. Tu glisses une larme d'émotion dans ton décolleté. Et c'est le temps qui court, qui nous rend sérieux. La vie nous a rendus plus orgueilleux. Vous êtes bien sur Sud Radio en musique avec l'excellent Alain Chamfort. Quels sont... Alain Chamfort, est-ce que vous êtes conscient d'appartenir à notre patrimoine vivant français? Parce que quand on vous écoute, je pense que ça résonne absolument pour peut-être 90% des gens de ma génération en tout cas. Vous êtes conscient de ce rayonnement? Vous savez, oui, je pense que conscient. Non, je ne me dis pas ça tous les matins en me réveillant, mais disons qu'à partir du moment où vous avez la possibilité de vous exprimer sur le temps, quoi. C'est-à-dire, mes premiers disques ont été enregistrés en 1972. On est en 2022 bientôt. Bon, ça fait pas mal de temps. Et tout ça permet, effectivement, quand on s'inscrit dans le temps, on finit par représenter quelque chose à l'égard vous faites partie de notre inconscient collectif, en fait. Nos contemporains, voilà, oui. C'est ça, oui. Et qu'est-ce que ça vous fait comme effet, alors? Écoutez, je n'y pense pas trop, honnêtement. L'effet, vous le voyez peut-être c'est d'avoir eu la chance d'une certaine manière, je trouve, parce que c'est quand même... Il y a tellement d'éléments qui contribuent à ça que vous ne maîtrisez pas, qui sont faits de rencontres, d'attention que le public vous donne à un moment, il ne vous le donne pas à d'autres. Enfin, c'est une sorte d'enchaînement comme ça qui se passe, soit magique ou disons, un peu mystérieuse, disons, qu'on contrôle pas. Et donc, quand on regarde un petit peu avec le temps l'itinéraire que vous avez pu tracer, vous en toute humilité, vous considérez que vous n'y êtes pas pour grand-chose malgré tout. Enfin, vous faites le mieux possible, mais après, il y a les éléments sont là pour vous porter ou pas, quoi. Voilà. Je ne sais pas si vous n'y êtes pas pour grand-chose. On fait ce qu'on peut au mieux qu'on puisse le faire. Très, très bien, mais après, on perd le contrôle. Après, ça ne nous appartient plus. Donc voilà. Ouais. Alain Chamfort, vous avez débuté la musique très jeune par le piano, qui est votre instrument de prédilection. Et vous vous êtes mis à chanter finalement que bien plus tard, à la sortie de l'adolescence, enfin au tout début, vers 20 ans, c'est ça? Vous avez commencé à chanter Oui, un petit peu plus. Oui, c'est-à-dire que j'ai été musicien et puis j'ai participé à pas mal de petits groupes comme ça. Et à un moment donné, j'ai créé un groupe qui s'appelait Les Mottes, qui était un petit peu à l'image de ce qui se passait dans le pays voisin, l'Angleterre. Et puis, ça m'a permis de rencontrer Jacques Dutronc, qui était en train d'enregistrer son premier disque aussi dans le même studio, dans le même... Et c'est ça qui vous a poussé finalement à changer de mode d'expression, quoi, de passer du piano, de l'instrumentaliste à l'expression de la voix. C'est quand même pas tout à fait la même chose.
Oui, là, disons que c'est un petit peu un concours de circonstances. Je me sentais pas du tout, comment dire, les capacités vraiment, parce que j'ai pas une voix puissante. Enfin bon, j'ai pas. Et donc après, plus tard, j'ai fait quelques essais comme ça, mais toujours, on m'a proposé de chanter. C'est pas du tout une vocation et une volonté personnelle de devenir chanteur. J'ai accepté des propositions qu'on me faisait. Au fond de moi, certainement, j'avais le désir aussi, mais je l'avouais pas véritablement. Et puis c'est venu plus tard quand Claude François me l'a reproposé dans les années 70. Et voilà, et j'ai commencé à jouer le rôle du chanteur, et puis épaulé par lui, soutenu par lui, avec son énergie. Qui, quoi. Oui, et puis il avait la volonté d'imposer, enfin d'essayer de prouver au monde qu'il était capable de produire aussi, et non pas d'être juste un artiste chanteur, mais de pouvoir aussi être un producteur qui rajoutait un petit peu d'aura à sa carrière, je dirais. Donc il était très présent et il m'a beaucoup soutenu, et puis il avait beaucoup de fans. Alors ces fans m'ont accueilli assez rapidement aussi. Voilà, je me suis démarré une espèce de carrière comme ça, un peu étrangement. Et quand on vous écoute, on a l'impression vraiment que c'est par hasard. Hein. Oui, il y a beaucoup de... Enfin, c'est-à-dire que le hasard, alors, il y a des hasards nécessaires, quoi, mais je veux dire... c'est sûr que c'est des rencontres tout le temps qui ont mené à créer un nouveau bout de chemin, un nouveau jalon dans ma vie. Tout s'est passé comme ça avec des rencontres qui m'ont permis de faire des pas différents et d'avancer, quoi. Ouais. On peut pas se faire sans rencontre, en fait, Alain Chamfort. Pour moi, non. Pour moi, ça s'est passé comme ça. Après, j'en tirerai pas une règle générale. Mais... Alors, Alain Chamfort, justement, vous parliez de Jacques Dutronc. Vous avez été découvert grâce à lui, en fait, à la télévision, fin années 60, à peu près, c'est ça. Vous avez participé à son premier album, Et moi, donc en 1968. Et puis, vos collaborations avec Nos Monuments, elles s'arrêtent pas là, puisque, effectivement, vous parlez de Claude François, on va y revenir tout à l'heure. Et surtout, notamment, Serge Gainsbourg, qui va inscrire votre chemin, permettez-moi l'expression, vers vous-même, puisqu'il vous prête ses mots en 77 pour votre album Rock'n'Rose. Il était comment, Serge Gainsbourg, en pleine création? Comment ça s'est passé entre vous deux? Voilà, c'est difficile de résumer les choses aussi rapidement que ça. Alors, Serge Gainsbourg m'a fait chanter du Serge Gainsbourg. Il n'a pas été celui qui a participé à mon identité, je dirais. Peut-être plus à votre visibilité, alors. C'est plus tard, c'est avec Jacques Duvall que j'ai eu ce travail-là. Mais Serge Gainsbourg, il m'a permis de m'extraire un petit peu du premier monde dans lequel j'étais, qui était le monde vraiment de la pure variété, revendiqué d'ailleurs. J'étais tout à fait heureux de participer à ça, mais j'allais vers Serge trouver quelque chose d'un peu plus, comment dire, un peu plus respectable, entre guillemets, quoi. Voilà. Et donc j'aimais ce qu'il écrivait, j'aimais ce qu'il produisait, et donc j'ai demandé à le rencontrer, et puis il a apprécié mes musiques. D'accord. Oui, par l'intermédiaire de Jen, parce que moi j'étais un peu plus proche d'elle. Et puis finalement, ça a donné lieu à 3 albums qui sont super jolis, d'ailleurs, que j'aime beaucoup. Alors, il était... à ce moment-là, surtout quand je l'ai rencontré, il était tout à fait disponible. Il était charmant, il était un peu timide, un peu réservé, beaucoup d'humour sarcastique comme ça, beaucoup un esthète, beaucoup de goût aussi chez lui. Voilà, enfin, on s'amusait, il était léger. Vous aviez plein de points communs, quoi, tous les deux. On s'entendait bien. Bon, et puis après, il a connu le succès. Il a connu le succès un peu tardivement par rapport à sa carrière. Et je crois que le succès, ça peut être... ça a été destructeur pour lui. Ça peut être déroutant. Pour tout le monde. Oui, c'est-à-dire on n'est pas forcément prêt, même si on l'attend depuis longtemps, à pouvoir le vivre sans qu'il y ait de dégâts et collatéraux. Et lui, il s'est un peu réfugié dans la provocation, dans l'alcool, etc. Et il est devenu... Il a perdu de sa créé superbe. ce Gainsbourg. Avec lequel j'avais beaucoup moins d'affinité. Voilà. Alain Chamfort, vous avez fait ça aussi. Joy, jolie Joy, jolie Joy. Toi qui brilles comme l'astre solaire, je ne suis qu'un vieil ours polaire qui se met parfois en colère. C'est dans le désordre des choses, des bouquets d'atomes qui explosent, des répulsions et des symbioses, l'univers, je suppose, qui compose. Alain
Alain Chamfort, c'est 2 titres qu'on vient d'entendre, c'est Joy et Le désordre des choses de votre album qui est sorti. Ils sont 2 albums différents. 2 albums différents, ouais. D'accord. Donc Le désordre des choses, c'est sorti en 2018, c'est ça. Oui. Et alors je voulais revenir juste sur 2 phrases dans cette magnifique chanson. C'est pas le talent, c'est juste le hasard. Pas les liens du sang n'ont rien que le hasard. Donc on revient sur ce que vous disiez tout à l'heure. J'essaie d'être cohérent. Vous êtes devenu vous-même par hasard, Alain Chamfort ? Je suis venu moi-même par hasard. Certainement, oui. Enfin, mes parents se sont aimés et j'ai été sélectionné, quoi. Donc, et il y a un truc notable chez vous, c'est que vos chansons, elles sont autant esthétisées qu'authentiques. C'est-à-dire qu'on sent une sincérité, mais qui est très élégante, qui reste très élégante. Est-ce que c'est un contraste voulu ? Est-ce que ça fait partie de votre personnalité, tout simplement ? Oui, il me semble que, c'est-à-dire que quand j'ai commencé à chanter, c'était avec un programme très construit, je dirais. Enfin, c'était des chansons qui avaient pour but d'atteindre les gens et mon public à ce moment-là, qui était constitué essentiellement d'une partie de celui de Claude François. Oui. C'était des jeunes filles, voilà, on appelait les jeunes filles en fleurs, qui avaient 16 ans, 17 ans et qui attendaient une résonance particulière dans les chansons. Il fallait qu'elles soient simples, qu'elles soient un peu romantiques, un peu légère et tout, et donc je faisais des chansons pour atteindre ce public-là, vraiment. Et puis après, on avance, on voit ce que vous apporte le succès, et le succès, s'il n'est pas dû à une reconnaissance autre que vendre des disques à des gens dont vous n'êtes pas très proches, finalement, parce que le temps m'éloignait un petit peu d'elle. Moi, j'avais d'autres envies, j'avais d'autres intérêts, et qu'une petite fille de 16 ans. Donc voilà, petit à petit, je voulais juste être en accord avec ce que j'étais moi. Voilà. On va y revenir tout de suite là-dessus. Merci Alain Chamfort. C'est excellent sur Sud Radio en compagnie de notre Alain Chamfort national, bientôt rejoint par l'homme d'État, avocat et écrivain, Frédéric Sala-Barou. Ne bougez pas, nous on revient. Sud Radio, c'est excellent, 19h-20h, Judith Belair. Vous êtes bien sur Sud Radio et nous aussi, et c'est excellent, votre émission du dimanche soir à 19h. Ici, on parle vrai avec nos créateurs français, ceux qui font le pari parfois pas simple et risqué de l'excellence. Ce soir, à mes côtés en studio, notre Alain Chamfort national, je le disais, qui sera bientôt rejoint par l'écrivain, avocat et ancien secrétaire général de la présidence de la République, Frédéric Sala-Barou. Et juste avant cela, nous irons en forêt et en cabane avec Gaspard de Moustier, cofondateur de Coucou Cabane, une nouvelle manière de communier avec la nature en toute volupté, vous allez voir. Mais pour l'instant, on continue avec Alain Chamfort. Elle a 4 livres attachés par un ruban. S'asseoir sans rien dire au fond du compartiment. Alain Chamfort, on est en train d'écouter justement un de vos tout premiers titres, on en parlait juste avant la pause, qui a été écrit par Claude François en 1973. C'est vous qui l'avez écrit ? Oui, j'ai toujours écrit mes chansons. C'est toujours lui ? Alors, c'était produit par Claude François. Produit par lui, c'est ça. Oui. Et vous avez signé sur son label Flèche à l'époque. Ouais. Alors, la collaboration avec lui, stoppez-moi si je me trompe, encore une fois peut-être, s'est arrêtée à peu près 5 ans après, parce que l'étiquette de chanteur à Milette dont vous parliez tout à l'heure, justement, commençait à vous coller et elle vous convenait pas, cette étiquette-là, Alain Chamfort. On a signé un contrat, et ce contrat a été respecté pour 5 ans. J'ai produit un certain nombre de 45 tours, puis un album, et puis arrivé au terme du contrat, déjà, il y avait un sentiment de différence qui se manifestait de plus en plus entre nous. C'est-à-dire que Claude François, quand on observe sa carrière, on voyait bien que c'était quelqu'un qui avait pour but d'avoir du succès. Voilà. Enfin, bon, c'est tout à fait noble. Mais c'était que ça le but, quoi. C'est ça. C'était quand même essentiellement ce qui le motivait. Et donc, c'était pas forcément lié à une volonté d'expression personnelle ou de se chercher lui-même à travers ce qu'il écrivait. Vous voyez, c'était vraiment... Voilà, c'était la recherche du succès à tout prix. Il n'y avait pas forcément de sincérité, en fait, c'est ça que on ne peut pas dire ça, si. Il avait quand même, je pense qu'il aimait quand même ce qu'il faisait, il était heureux de chanter tout ça. Enfin, heureux de chanter certainement, mais c'était peut-être pas des chansons qui correspondaient à son... Alors je pense qu'il était surtout dans le but de séduire le plus de public possible, et donc, quelquefois, ça amène à une certaine... Et c'est pour ça que vous avez arrêté de travailler avec lui, finalement ? Alors, moi, j'avais un sentiment un peu différent. J'avais la nécessité... se manifestait en moi de me sentir à ma place, quoi, d'essayer de profiter du succès que j'avais réussi à obtenir, et donc une écoute, un public, pour les amener ailleurs, les amener vers il me semblait être plus ma personnalité, plus
en harmonie avec ce que j'étais. Qui vous étiez. Et donc, nos chemins se sont séparés à ce moment-là, puisqu'il n'était pas tout à fait... on n'avait pas la même logique, si vous voulez, la même approche. Et donc, à la fin du contrat, la chose la plus simple était de ne pas le renouveler, d'aller ailleurs. Alain Chamfort, c'est une prise de risque d'arrêter de collaborer avec une valeur sûre comme Claude François dans la chanson française. C'est une prise de risque qui a fonctionné, puisqu'elle vous a emmené bien après ailleurs aussi, sur d'autres belles montagnes. Est-ce qu'il faut être disruptif pour être excellent, Alain Chamfort? Est-ce qu'il faut être disruptif? Est-ce qu'il ne faut pas avoir peur de la prise de risque? Bon, oui, je pense qu'il faut surtout écouter son instinct, ce qu'on est soi-même, et aller vers le respect de ça, vers sa propre vérité. De toute façon, je pense que c'est la seule chose à faire. Bon, alors, quand on a une activité comme celle-ci, quand on est malheureusement à la disponibilité d'un travail autre, où on travaille pour un patron qui vous impose ses propres vues des choses différentes. Quand on est artiste, autant profiter de cette liberté pour qu'elle vous amène à exprimer ce que vous êtes le plus justement possible. Quoi. Et est-ce que vous pensez que c'est le public qui décide finalement? Alors, le public qui décide du succès, oui ou pas, c'est assez sûr. Comment on fait un succès, Alain Chamfort? Est-ce que vous le savez? Il y a une recette magique à ce moment-là. Au moment où je travaillais avec Claude François, je savais. Lui, il avait une recette magique, lui. Non, enfin, c'est pas magique, mais disons, il y a des thèmes qui sont plus fédérateurs que d'autres. Il y a des mélodies aussi qui le sont plus. Là, c'est sûr que c'est pas en recherchant la complexité qu'on s'adresse au plus grand nombre, dans n'importe quel domaine d'ailleurs. Mais après, si c'était si simple de faire un succès, on l'en tient. Enfin, tout le monde réussirait à l'obtenir. Donc il y a quand même un tas de parts qu'on maîtrise pas dans le succès. Et finalement, c'est vrai que c'est essentiellement le public qui, à un moment donné, se sent attiré ou se sent être en écho avec ce qu'il entend. Il y a quelque chose qui lui parle, quoi. Oui. Et le succès ne vient que si ça parle au plus grand nombre, en réalité. Ouais. Alain Chamfort, vous nous préparez un album là pour 2022, c'est ça? Oui, je suis en train de travailler dessus. Là, oui. Et alors, est-ce que la période un peu inédite qu'on vient de tous vivre, Covid, vous a aidé à créer? Du tout, non, c'était totalement inverse. Ça m'a un peu pesé. Privation des libertés, tout ça, c'est ça? Mais bon, il y a eu, entre la période de privation, d'autres périodes. On n'était pas en confinement tout le temps quand même, donc j'ai réussi à trouver des moments de respiration où j'ai pu quand même travailler et avancer, oui, heureusement. Oui. Et comment vous travaillez, Alain Chamfort? Comment vous imaginez une chanson? Comment ça vous vient? C'est une mélodie d'abord? C'est un texte? C'est principalement des mélodies, parce qu'avant tout, je suis musicien. Donc vous mettez au piano? Je me mets au piano et je laisse... Vous attendez que ça vous vienne, c'est ça? Et j'attends, jamais trop longtemps d'ailleurs, parce qu'il y a besoin de profiter d'une espèce d'énergie qui se manifeste, et si elle n'est pas là, ça ne sert à rien, on perd son temps. Donc à ce moment-là, je vais dans le jardin, et je m'occupe d'autre chose. Mais j'ai besoin d'abord. Vous composez les mélodies d'abord, et ensuite c'est les paroles qui vous viennent. Oui, voilà, c'est ça. Oui, je vais toujours dans ce sens-là. Et en plus, je collabore avec un auteur pour l'écriture des textes, notamment c'était Pierre-Dominique Burgot, qui a remplacé Jacques Duval, avec qui j'ai travaillé pendant 30 ans. Oui. Voilà, et ce sont des gens qui ont une exigence, quoi. Moi, c'est important pour moi de chanter des textes qui sont à un niveau d'écriture qui me paraissent légitimes, qui me paraissent indispensables. Le secret de l'excellence, c'est l'exigence, Alain Chamfort, vous pensez? Il faut être exigeant pour être excellent? Il faut être exigeant pour... Être excellent. Pour être excellent, certainement, je sais pas. Parce qu'on est dans cet excellent, donc c'est la question bateau. Alors, écoutez, je pense qu'il faut être exigeant. Oui, de manière générale, dans la vie, c'est quand même mieux d'être un peu exigeant. Dans le travail, surtout, dans la création, dans tout, etc. Oui, dans la relation aux autres, dans le travail, dans sa propre tenue de vie, dans vos engagements, je pense dans tout. Est-ce que vous vous reconnaissez dans la musique actuelle, par exemple, dans certains chanteurs français, dans ce qu'on entend en ce moment à la radio, par exemple? Est-ce qu'il y a des choses qui vous parlent? Alain Chamfort. Comme vous disiez tout à l'heure, il y a des choses simples comme ça qui vous accrochent l'oreille et vous n'attendez pas grand-chose d'autre, quoi. Et c'est vrai que ça fait partie de ce qui me plaît aussi quand j'écoute un autre chanteur. Je suis pas forcément en train d'attendre une révélation de sa part ou quelque chose. C'est juste que ça vous transporte, en fait, mais la musique, en tout cas, qu'il y a une petite... ce que j'aime, c'est la singularité. Ce que j'aime, c'est trouver chez quelqu'un, quand un autre chanteur, c'est ne pas entendre la répétition
Donc, quelqu'un d'original. Voilà, de ce que j'ai déjà entendu. Voilà, j'aime bien que les gens apportent un peu de fraîcheur, apportent une singularité, qu'ils apportent un propre univers. Et finalement, c'est vrai dans tous les arts, ça. Oui, je pense que c'est ce qui fait avancer tout, quoi. Donc, bon, là, dernièrement, il y avait Vianney, il y a Clara Luciani, des gens comme ça qui sont effectivement porteurs d'un vent un peu nouveau, quoi. Julien Doré, tous ces gens-là qui sont... Ils sont originaux pour le coup. Pardon ? Il est original, Julien Doré, pour le coup. Oui, en même temps, c'est vrai. On retrouve un petit peu aussi ses références, mais bon, c'est bien. Voilà. Merci pour ce partage, Alain Chamfort. Est-ce que vous avez déjà construit une cabane dans les arbres quand vous étiez petit ? J'ai souvent essayé, mais très peu. Jamais vous n'avez jamais réussi. Non. Ça tombe bien parce que vous allez pouvoir profiter une cabane perchée en vrai, et pas pour les grands, et aussi pour les grands plutôt, avec Gaspard Demoustier, le cofondateur de Coucou Cabane. Sud Radio, c'est excellent. Le talent, la stratégie de la semaine. Bonjour Gaspard Demoustier, bonsoir. Bienvenue sur Sud Radio. Merci. Alors Gaspard Demoustier, je vous ai trouvé sur Instagram et j'avais envie de vous faire découvrir à mes auditeurs parce que Coucou Cabane, c'est une idée de conte de fées. Moi, j'ai adoré. Pour adultes, je le précise. Expliquez-nous pourquoi c'est si magique et ce que c'est Coucou Cabane, tout simplement pour commencer. Je pense que c'est magique parce que ça nous fait vivre quelque chose qui est simple, qui est authentique, qui est vrai et qui est en pleine nature. Donc ça ravive beaucoup d'émotions, beaucoup de rêves d'enfance et je pense que ça plaît au plus grand nombre, aux grands, aux petits, aux moyens. Et c'est assez marrant d'ailleurs de voir que nos clients qui arrivent dans nos cabanes, qu'ils soient petits ou grands, ont tous des étoiles dans les yeux comme si c'était des enfants devant leur premier sapin de Noël. Ouais, ça, c'est vraiment une très grande satisfaction. Et donc, ce qu'on fait rapidement, on a aujourd'hui 5 écodomaines de cabanes, maximum 25 cabanes, dans des lieux naturels exceptionnels. Et l'objectif, c'est de faire dormir les gens au cœur d'une nature hallucinante. Et de leur faire découvrir aussi un territoire. C'est-à-dire qu'on travaille pour chaque site avec des producteurs locaux qui sont à moins de 20 km pour l'intégralité des produits qu'on propose à nos clients. Et donc, on a une démarche vraiment de vérité et d'authenticité pour faire découvrir la nature et les territoires. Et c'est toujours très sympa d'accueillir nos clients dans ce cadre-là. Et alors, vos cabanes, elles ne sont pas que dans les arbres, elles existent aussi sur l'eau, je crois, et dans d'autres endroits un peu insolites. Oui, exactement. Mais en fait, nous, nos cabanes, c'est comme la vôtre quand vous étiez petite, certainement. C'est qu'on construit des cabanes. J'ai jamais réussi, moi non plus, comme Alain Chamfort, à faire une cabane. J'en ai fait par terre, mais pas dans les arbres. On a des artisans qui sont exceptionnels et qui les font. Malheureusement, c'est pas moi qui les construis toutes. Elles sont magnifiques. Mais on peut pas tout faire. Mais à chaque fois, on adapte le concept à l'endroit. Donc chaque cabane est unique en fonction du lieu dans lequel on s'implante pour qu'il y ait une intégration qui soit la plus parfaite possible. Et donc un sentiment d'immersion en pleine nature le plus réussi. Oui, donc, justement, parce qu'elles n'ont pas d'eau, pas d'électricité, elles sont tout confort. Vous parlez d'écotourisme et vous cartonnez, d'ailleurs. Cartonner, c'est comme ce qu'on disait tout à l'heure. Le carton, ça veut tout et rien dire. En tout cas, nous, ce qu'on fait nous éclate beaucoup parce qu'on a vraiment l'impression de faire des projets qui ont beaucoup de sens par rapport au territoire, par rapport à nos producteurs locaux, et on voit que les gens qui viennent dormir chez nous sont très en ligne avec ça. Et d'ailleurs, je pense que c'est une des choses. Moi, je vois toujours la fonction utile dans toutes les difficultés qui nous arrivent. On a quand même passé une année complexe, et en fait, on voit à quel point cette crise elle pousse les gens à vouloir consommer mieux, consommer local, avoir de l'humain, donner du sens à leurs actions, à leur consommation. Et je pense que c'est une très bonne chose de cette crise. Alain Chamfort, ça sera dans les arbres ou sur l'eau pour vous ? Ça sera excusez-moi. Dans les arbres ou sur l'eau pour vous, Alain Chamfort, la cabane ? Vous allez aller découvrir les cabanes de Coucou Cabane ? J'aimerais bien tester les deux. Les deux, voilà. Non, mais oui, elles sont attirantes l'une comme l'autre, oui. Gaspard Demoustier, vous êtes en plein développement, on l'a dit, des nouveaux domaines qui arrivent bientôt, c'est ça ? Écoutez, nous, on n'a pas. Aujourd'hui, on en a 5. On a ouvert le petit dernier en avril. On n'a pas une vocation de se développer à tout va partout. Ce qu'on veut, c'est ouvrir que des pépites dans des lieux hallucinants. Et donc, la pépite, elle prend du temps à être trouvée. Et ensuite, il faut vraiment adapter le concept parfaitement à l'endroit. Donc, on n'est pas dans une optique de développement. On a un site
dans le sud-ouest. On a un site en Italie. Ma femme étant italienne, ça aide à s'intégrer dans la culture locale. Et donc, pour l'instant, on travaille sur ces 2 projets. Et effectivement, on a pas mal de sollicitations. Mais encore une fois, c'est des projets qui se montent sur un temps long. Parce qu'on veut prendre le temps de vraiment bien faire les choses. Bravo, on vous souhaite que ça continue en tout cas, Gaspard de Moustier. Votre site web Coucou Cabane, c'est www.coucou, alors coucoo.com, hein, c'est bien ça? Exactement. Merci beaucoup, à bientôt. Merci à vous, à très bientôt. C'est excellent avec le chanteur, auteur et compositeur Alain Chamfort. On revient tout de suite avec le haut fonctionnaire, avocat et écrivain Frédéric Salabarou. Restez là. Sud Radio, c'est excellent, 19h-20h, Judith Belair. Merci d'écouter Sud Radio, c'est excellent et c'est le titre de votre émission du dimanche à 19h avec nos excellents créateurs français, tous bords confondus. Ce soir, on écoute le destin d'un de nos grands chanteurs français, Alain Chamfort, accompagné de Frédéric Salabarou, ancien secrétaire général de la présidence de la République, avocat, devenu aussi écrivain, qui vient nous parler entre autres de son dernier livre, Bloom le Magnifique, sorti aux éditions de l'Observatoire. Bonsoir Frédéric Salabarou et bienvenue sur Sud Radio. Bonsoir. Alors Frédéric Salabarou, je l'ai dit, vous avez œuvré à l'Élysée, mais ce que j'ai pas précisé, c'est que c'était aux côtés du regretté président Jacques Chirac, de 2000 à 2005 en l'occurrence, et puis un petit peu après. Je pense que tous les Français ont eu de l'amitié pour lui. Sa posture gaulienne, respectable, sympathique, font de lui un homme politique comme on n'en fait plus, ou enfin peut-être pas a priori. Qu'est-ce que vous en pensez de ça? Est-ce que la politique contemporaine a un manque d'incarnation, Frédéric Salabarou? D'abord, je voudrais vous remercier de m'avoir invité avec Alain Chamfort. Mais je vous en prie. C'est pour moi une très très grande émotion. Alors sans mauvais jeu de mots, c'est vraiment un des géants de la chanson française. Tout à fait. Avec Christophe, c'est l'élégance et le talent absolu de la chanson. Donc ça me touche terriblement. C'est un hasard formidable pour moi. Merci beaucoup. Approchez-vous un petit peu du micro pour qu'on vous entende bien. Donc on en revient à ma petite question. On va évidemment vous faire échanger tous les deux, hein, vous êtes là pour ça. Quand on pense à Jacques Chirac, moi personnellement, j'ai du mal à retrouver dans la classe politique actuelle des hommes de cette stature, de cette posture en fait. Est-ce que vous pensez que ça existe encore dans la politique? Alors j'ai un jour posé cette question à Jacques Chirac en lui disant, mais à l'époque du général de Gaulle, c'était quand même une autre stature. Et il m'a dit, détrompez-vous, il y a toujours la même proportion de gens exceptionnels, de gens banals et de gens qui valent pas la peine dans toutes les périodes. D'accord. Néanmoins, c'est vrai que lui a incarné des choses très importantes, hein. Une vraie vision de la France, un enracinement dans ce qu'était le pays, en même temps qu'une projection dans le monde. Et au fond, quand on repense à l'Irak, il y a énormément de choses qui se focalisent dans sa connaissance du monde qui lui a permis de comprendre que c'était une erreur. Et puis l'idée que la puissance d'un pays, c'est pas seulement sa puissance économique, c'est sa capacité à avoir raison et à porter la voix de la raison. Et quand on voit que l'Allemagne, la Russie, la Chine étaient derrière lui, on comprend que la politique, c'est plus grand et plus important que ce qu'on imagine. C'est pas seulement de la puissance sur un échiquier. Alors justement, vous êtes un privilégié par rapport à Jacques Chirac parce que vous avez aussi pu le côtoyer dans le privé vu que c'était votre beau-père, hein, c'est le père de votre femme. Il est devenu, après qu'on ait terminé. Oui, bien sûr. Il faut le préciser, vous avez raison. On l'imagine similaire à son image publique en tout point dans l'intime. C'était quelqu'un qui changeait pas, qui restait authentique toujours, on a l'impression. En tout cas, c'est l'image qu'il donnait. Alors c'est les deux, mais il y a aussi la complexité. On ne devient pas président de la République sans être quelqu'un... Voilà, il n'y a pas de président de la République normal, loin s'en faut. Si vous m'aviez posé la question avant que je le connaisse personnellement, je vous aurais dit je connais bien Jacques Chirac. Aujourd'hui, après l'avoir connu, je réponds je ne connais pas Jacques Chirac. Alors, Frédéric Salabarou, vous êtes entré au Conseil d'État assez jeune, hein, au début de la trentaine, en 1991. C'est le début de la passion pour la politique chez vous, ou est-ce que c'était un rêve de toujours, vous étiez toujours rêvé dans ce rôle-là? Moi, j'ai eu la chance, peut-être un peu comme Alain Chamfort avec la chanson, de réaliser jeune mon premier rêve. C'est-à-dire qu'on était d'une famille très, très chiracienne, et moi, je voulais vraiment devenir collaborateur de Jacques Chirac. D'accord. Et donc, voilà, après, j'ai fait des études parce qu'elle m'intéressait en partie pour ça. Et puis, il y a un moment, les planètes s'alignent et j'ai réussi à réaliser mon rêve en devenant son premier collaborateur à un instant donné. Et là, c'est probablement, effectivement, les plus belles années de ma vie parce que d'abord, j'ai beaucoup appris et j'ai beaucoup donné. Quand j'arrivais sur des fonctions au bureau, sur des fonctions où quand même on ne gère que des problèmes au quotidien, j'ai jamais été aussi heureux qu'à cet instant. D'accord. Donc, c'est des moments formidables.
Et alors, vous avez prêté serment, si je ne me trompe pas, hein, attention, parce que ça m'arrive aussi, en tant qu'avocat en 2007, c'est ça? Vous avez prêté votre serment d'avocat en 2007? Oui. Après, c'est des parcours de vie. Oui. Il y a cette première partie qui est au service de l'État et qui résonne énormément pour moi. C'est-à-dire qu'il y avait quelque part une lignée familiale. Mon père n'était pas français, il l'est devenu, donc aller au service de l'État, c'était quelque chose qui était un aboutissement pour nous. C'était une sorte de cycle. Et puis ensuite, il y a des fractures dans la vie. J'ai changé de métier, j'ai fait un autre métier, je l'ai fait à fond. Vous aviez déjà une maîtrise de droit J'étais juriste, puisque j'étais au Conseil d'État, j'avais fait du droit, etc. Donc j'avais la technique, mais après, c'est un autre métier, c'est un métier de petit entrepreneur aussi. Oui, bien sûr. Il faut se battre, il faut avoir le goût de la compétition. Ça, c'est ce que j'avais, donc j'aimais ça, et donc j'ai changé complètement. Il n'était pas question pour moi de rester en regardant en arrière, ou alors de changer de vie à moitié. On change ou on ne change pas de vie. Vous avez bien raison. Donc une vocation, est-ce que vous pensez que ça peut venir sur le tard finalement? Absolument, parce que moi je vois se dessiner au fond cette troisième partie de vie qui est l'écriture. Et c'est vrai que je vois que ce moment peut arriver. J'aime ça, j'aime prendre le temps de réfléchir, d'écrire quelque part. Alors c'est vraiment toute proportion gardée, mais la chose la plus formidable, c'est de créer, c'est-à-dire de sortir de soi les choses qui, au fond, sont des moteurs pour vous dans une vie professionnelle. Donc ça, évidemment, j'attends ce moment où je pourrais faire cela et que cela. Alors justement, on va en parler un petit peu de votre livre, et puis on va y revenir tout au long de cette émission, mais Frédéric Salabarou, vous dites de Léon Blum dans votre livre Blum le Magnifique, et donc je le rappelle, sorti aux éditions de l'Observatoire, il est l'un des rares personnages historiques qui le sera devenu sans réellement l'avoir voulu. Alors je trouve que ça résonne particulièrement avec Alain Chamfort. C'est une question pour tous les deux, donc on va faire commencer Alain pour la réponse. Alain Chamfort, devenir soi sans le vouloir, est-ce que c'est pas notre destin à tous finalement? Parce qu'on peut pas aller précisément là où on a décidé qu'on irait. Qu'est-ce que vous en pensez? Il y a des gens plus doués que d'autres pour ça. Il y a des gens qui ont des buts précis dans la vie et qui se donnent toutes les chances d'y arriver. Et qui, il y a des grands leaders. On n'est jamais exactement là où on pense qu'on va être. Alors, après, il y a des gens plus... quand même, qui se laissent un peu plus entraîner par le courant des choses. Je suis un peu dans cette nature-là. Et en même temps, quand il s'agit de choses qui me semblent effectivement essentielles... Je me laisse pas aller n'importe où, quoi. Je maîtrise quand même ce qui est, et je sais me battre aussi, quoi. Voilà. Mais j'ai pas l'impression de me battre pour des choses qui n'en valent pas la peine. Et vous, elle résonne particulièrement pour vous cette phrase, Frédéric Salabarou, que finalement on devient soi sans réellement le vouloir? Parce que c'est un peu le cas de Léon Blum en l'occurrence. Je crois que c'est un peu plus compliqué que ça. Léon Blum, c'est très intéressant parce qu'au début, il était convaincu qu'il allait devenir un artiste, un écrivain. C'était l'ami de Proust, de Gide. Et ça n'est que progressivement et très très tard, à 50 ans, qu'il rentre dans la vie politique et qui a une transfiguration et que devient l'homme de fer du socialisme. Donc c'est ça qui m'a intéressé. Mais pour revenir à votre question... Je crois que la vie est beaucoup plus complexe que ça. Beaucoup de personnes sont convaincues au départ qu'il y a un objectif, qu'il faut se donner absolument tous les moyens de l'atteindre. Et très souvent, il y a les leçons de la vie qui fait qu'à un moment, les choses se brisent. Pourquoi, à quel moment, on ne sait pas, mais elles se brisent. Et le vrai moteur, c'est l'expression de ce qu'on a en soi, alors qu'on a, comme pour Alain Chamfort, le talent ou ce qu'on a en soi, qui permet d'aller au bout de soi-même. L'ambition qu'on pousse à l'extrême ne peut conduire qu'à l'échec. D'accord. Donc avoir un plan de carrière, c'est pas forcément la bonne solution. Si, mais à un moment donné, ça se brise. D'accord. Et forcément. En revanche, ce qui permet d'aller le plus loin possible, vous posiez la question à Alain Chamfort, c'est quoi l'excellence? Qu'est-ce qui conduit à l'excellence? C'est d'abord et avant tout l'expression il faut faire ce qu'on aime. Et à partir de ce moment-là, il y a probablement très peu de limites. Mais vouloir pour vouloir, en se réveillant tous les matins et en regardant sa glace et en disant « je vais y arriver »,
On peut y arriver, mais à un moment, on ne peut trouver que l'échec. Ça résonne télé-réalité un petit peu. Alors, justement, pour parler de votre troisième carrière, Frédéric Salaberry, donc vous devenez écrivain. Est-ce que le fait d'écrire, c'est aussi pour laisser une trace, un autre type de trace, finalement, se donner une forme d'immortalité? Non, j'ai pas du tout cette prétention. J'ai même pas pensé, d'ailleurs, à cette phrase telle que vous la posez. Oui. Non, j'ai eu envie d'écrire les livres que j'aurais bien voulu lire sur des personnages que j'ai admirés. J'ai écrit sur De Gaulle, son rapport avec Pétain. J'ai écrit sur Blum parce que j'ai trouvé que c'était très étonnant. Quelqu'un pour qui, dans la hiérarchie de sa vie, c'est l'amour d'abord, la littérature ensuite, et qui finit par devenir un grand homme, et le pouvoir à la fin, mais qui finit par être un homme politique marquant. J'ai aimé son sens de la justice, sa générosité. Par exemple, c'est un bourgeois, un grand intellectuel, mais il avait un rapport au peuple qui était un rapport extrêmement sensible. Il aimait la culture, et parmi les décisions qu'il a prises, il y a les 2 semaines de congés payés, l'accès au repos, l'accès à la culture. C'était quelqu'un de généreux. Et ça, je trouve que dans un monde qui est de plus en plus glacé par ce culte du succès, la figure de Léon Blum est intéressante parce qu'il exprime des sentiments et puis un amour du pays, un amour de ses concitoyens qui résonne en creux avec ce qui nous manque aujourd'hui. C'est une belle réponse, ça. Alain Chamfort, justement, pour revenir sur le fait d'écrire aussi, vous qui avez écrit beaucoup de textes courts, vos chansons, on le sait, vous avez sorti aussi un livre, une autobiographie intime, anti-biographie musicale, qui était sortie au Cherche Midi en 2016. C'était important de passer au format livre aussi pour pouvoir plus en dire, finalement. Vous aviez des choses à dire que vous n'arriviez pas à dire à travers vos chansons? C'était pas une volonté... Encore une fois, je freinais beaucoup parce que j'avais rencontré pas mal de gens qui me proposaient, comme maintenant, vous savez, dès qu'on a un petit peu de notoriété, les éditeurs vous tombent dessus pour vous demander d'écrire votre vie, de donner un avis sur tout. Voilà. Et j'étais pas très favorable à ce genre de choses. Et puis, quelqu'un m'a intrigué un jour parce qu'il y a une rencontre d'un éditeur qui me disait « Germain, vous écrivez une antibiographie ». Et ça m'a évidemment questionné, mais... Qu'est-ce qu'il entendait par là? Et de fait, on s'est revus, on en a parlé, et puis j'ai trouvé son approche qui était juste d'essayer de faire raconter un petit peu mon parcours professionnel essentiellement. C'était vraiment le but, quoi, de parler des gens que j'ai rencontrés, de parler de quelle manière les choses se sont passées pour moi. Enfin voilà, ce qui pouvait être effectivement, pourquoi pas. C'était une expérience comme une autre, et donc. Et puis finalement, on se rend compte que tout est interdépendant. C'est-à-dire que votre vie personnelle est liée à votre vie professionnelle, que les rencontres se font aussi, enfin voilà, et que c'est difficile d'exclure totalement ma vie privée. Parce que ça laissait il y a des ponts, il y a toujours des raisons pour lesquelles on fait ces choix-là et pas d'autres et tout. Et donc voilà, ça m'a amené finalement à faire une sorte de biographie et non plus d'antibiographie comme c'était prévu au départ. Tu n'en as gardé que le titre finalement. Voilà, mais bon, j'ai eu l'impression d'être me laisser prendre un peu dans un piège dans lequel j'avais pas envie d'entrer. Et puis au fur et à mesure des conversations, des confidences qu'on laisse passer, on s'aperçoit que ça peut être aussi un témoignage pour les gens qu'on aime, pour ses enfants. Voilà, donc, Merci à tous les deux. C'est toujours excellent, ne bougez pas. Encore un quart d'heure, un bon petit quart d'heure en compagnie de Alain Chamfort et de Frédéric Salaberry. On revient. Sud Radio, c'est excellent, 19h-20h, Judith Belair. C'est excellent sur Sud Radio, on parle lettres, musique et incarnation ce soir avec le mélodiste, auteur et chanteur qu'on ne présente plus, Alain Chamfort, et l'avocat, écrivain et haut fonctionnaire engagé pour les causes qui lui semblent justes, Frédéric Salaberry. Frédéric Salaberry, on le disait tout à l'heure, il faut incarner pour être un homme politique des livres d'histoire. Et vous aimez la force de ces personnages hors du commun, c'est clair. Vous venez donc de sortir, je l'ai dit, Blum le Magnifique chez l'Observatoire. Cette biographie est écrite comme une espèce de plaidoirie, j'ai l'impression, enfin c'est comme ça que je l'ai ressenti en tout cas, pour un homme qui fut l'un des plus détestés et les plus admirés aussi de France au XXe siècle. Plaider pour Léon Blum, c'est plaider pour la République d'aujourd'hui, Frédéric Salaberry? Incontestablement. Ouais. C'est plaider pour l'idée qu'il avait d'abord de la France, c'est-à-dire une admiration sans limite pour la France, pour sa culture, pour l'idée républicaine. Toutes sortes de choses qui
en tout cas moi, me paraissent aller de soi et qui deviennent un sujet de discussion autour de l'idée de réécrire l'histoire, de remise en cause de la France. Évidemment, dans notre histoire, tout n'est pas blanc, mais il faut aussi prendre de la distance et regarder le pays dans lequel on vit. Oui. Et c'est un pays qui a des problèmes, mais qui repose sur des valeurs qui sont absolument extraordinaires. Bien sûr. Moi, évidemment, la succession des générations joue, mais mon père est le produit de ça. Il n'avait rien, il était orphelin, il n'était même pas français. C'est l'école de la République qui lui a permis d'avancer. Et maintenant, il y a cette critique, au fond, d'une France, des discriminations. Mais enfin, il faut un peu regarder les choses. Avant... Quand on naît, on accouche dans un hôpital de qualité gratuitement. Dès que la personne sort, c'est un pays on a des aides. L'école est gratuite, l'hôpital est gratuit. Quand on a un accident de la vie ou une maladie, on est aussi bien soigné qu'on soit riche ou qu'on soit pauvre. Ouais. Plus de la moitié de la richesse du pays est consacrée à la solidarité. Donc, on se rend compte de ça quand on va à l'étranger, d'ailleurs. Oui, mais ça ne se dit pas. Et lui... ce qui est certain, n'aurait jamais accepté qu'on puisse mettre en cause cette profondeur du modèle français. Donc c'est en ça qu'il est intéressant. Mais évidemment, dans le même temps, il faut toujours se battre pour l'esprit de justice, qui était aussi son cas. Donc la défense de la France et l'idée qu'il n'y a pas de politique sans la recherche de la justice sont des sujets qui sont profondément d'actualité. Même si c'est surtout le personnage qui m'a intéressé, ce n'est pas son message contemporain. Alors, Léon Blum, justement, il se revendique. On va revenir, pardonnez-moi de faire des parallèles entre le passé et le présent, mais en tout cas, c'est comme ça que ça a résonné à ma lecture. Léon Blum, il se revendiquait français et il évoquait très peu son identité juive. Être français à l'époque, et ça l'est toujours d'ailleurs, ça veut dire embrasser la République en entier, on est bien d'accord. Pourquoi est-ce qu'on a perdu cet amour de la République, Frédéric Salabarou, en particulier la laïcité, la fraternité, c'est des mots qu'on a un peu perdus, qui sont un peu galvaudés aujourd'hui. Qu'est-ce que vous en pensez ? Je pense qu'il y a des raisons qui sont des raisons liées au fait que il y a plus personne qui se lève pour dire on vit dans un pays qui est extraordinaire par ce qu'il apporte et par ce qu'il est. Donc il y a ça. Ensuite, il y a des vraies raisons et des vraies difficultés. Le système économique dans lequel on est rentré est un système dans lequel les classes moyennes qui travaillent, qui peuvent travailler dur, qui payent beaucoup d'impôts, vivent de plus en plus mal. On trouve ça partout dans le monde. On le trouve aussi chez nous. Et donc, il y a cette idée que, en travaillant dur, on ne peut plus vivre convenablement, élever ses enfants. Et moi, j'ai été très marqué par la crise des Gilets jaunes. La crise des Gilets jaunes n'est pas un accident. C'est un message extrêmement fort qui est envoyé par la classe moyenne, consistant à dire « attention, ça ne peut pas durer comme ça ». Et c'est vrai, quand on essaye de réfléchir, on dit « il n'y a plus d'idéologie ». C'est pas vrai. On est dominé par une idéologie qui naît dans les années 80, qui est l'idéologie du mérite. C'est-à-dire que ce qui est le marqueur de la réussite, c'est au fond la réussite financière, c'est l'argent, que ceux qui réussissent l'ont mérité. Réussir sa vie, ça veut dire gagner de l'argent. Oui, aujourd'hui, c'est l'idéologie dominante. On dit qu'il n'y en a plus, mais c'est le cas. Et ceux qui ne réussissent pas et qui travaillent et qui ne réussissent pas avec ce marqueur, ça serait de leur faute. Tout ça est totalement faux. C'est une individualisation du succès, quoi, c'est ça ? Oui, c'est-à-dire que Obama, interpellé, c'est plus fort aux États-Unis, disait aux gens, est-ce que vous vous rendez compte qu'on ne réussit pas seul ? Et de l'autre côté, il ne faut pas que notre système, cette idéologie, humilie ceux qui, en travaillant dur, ont l'impression qu'ils n'arrivent pas à joindre les deux bouts. La réussite, c'est ce qu'on est avant ce marqueur-là. Et ça, c'est oublié, mais dans ce qu'expriment les Gilets jaunes, dans ce qu'exprime l'abstention, on verra ce soir ce que ça donne, c'est d'abord et avant tout ça. C'est-à-dire, attention, ces Français qui se lèvent tôt et qui travaillent dur, qui respectent les règles, veulent être entendus. Et tout le défi aujourd'hui sur le plan politique, c'est de répondre à ça. C'est pas simple, mais cette question, elle est centrale. Et l'abstention, c'est pas l'envie d'aller se balader ou prendre du soleil après le confinement. Qu'est-ce que c'est l'abstention alors ? C'est un message politique extrêmement fort qui est dans ce sens-là. C'est-à-dire, c'est une aspiration d'une autre façon qu'à l'époque de Blum. C'est une aspiration à la justice
et à une forme de reconnaissance de la place des uns et des autres. On a applaudi les médecins, les infirmiers au moment du premier confinement. Et ça paraissait très... Mais on a oublié ce que ça voulait dire. Ce que veulent... C'est pas applaudir à un moment donné, c'est aussi dans la durée. Et ça renvoie tous les jours, et ça renvoie à la façon dont on veut d'abord valoriser le succès, le récompenser, le pouvoir d'achat. Toutes ces questions sont des questions essentielles, mais les gilets jaunes envoient un message. L'abstention d'aujourd'hui, ça sera peut-être mieux ce soir, est très très claire, et ça veut dire ça. Alain Chamfort, vous avez connu et incarné aussi une France libre presque à outrance, les années 70, 80, le début du succès personnel justement. Ce que j'entends beaucoup sur cette période-là, c'est qu'il n'y avait pas d'étiquette communautaire et que tout le monde était un peu mélangé. On est quand même dans une période aujourd'hui où il y a des revendications d'identité qu'on voit partout. Est-ce qu'on est moins libre en 2021 ? Est-ce que ça vous inquiète, cette volonté de revendication identitaire qu'il y a actuellement ? Oui, bien sûr, et je crois que ça naît totalement de ce que vous êtes en train de dire, c'est-à-dire que cette espèce de sentiment d'injustice, de ne pas être entendu, de ne pas être reconnu, de pas être, que son travail ne soit pas valorisé, enfin, voilà, tout ça crée des frustrations, et on en veut aux autres. Il y a une espèce de sentiment comme ça d'injustice, et on s'en prend au premier venu, quoi. C'est-à-dire celui qui vous ressemble le moins ou qui a une petite différence par rapport à vous. C'est vrai que ça crée une espèce de violence entre les gens. Enfin, si elle n'est pas prise par le haut, à un moment donné, par des pouvoirs politiques, et essayer de prendre en compte cette alarme-là, ce cri d'alerte, on est dans un monde extrêmement d'opposition, quoi. C'est-à-dire que quand on regardait sur les réseaux sociaux, la moindre prise de parole est tout de suite insultée, et contestée. Enfin, je pense que c'est la frustration qui amène à ça. Les gens ne sont pas heureux. Oui, puis c'est le nouvel anonymat des réseaux sociaux aussi qui permet. Alors en plus, évidemment, comme on le fait en toute d'une manière anonyme, on se permet des choses qu'on ne se permettrait pas si on devait être identifié. Mais c'est un monde binaire, quoi. C'est un monde d'opposition, comme les États-Unis l'ont montré aussi à un moment donné avec au moment des élections de Trump, qui refusait de partir, etc. Enfin, c'est des choses qu'on n'aurait pas vu il y a quelques décennies. Pas pu voir dans les années précédentes. C'est un monde inquiétant. Et alors, après, c'est vrai que j'avais vu des reportages sur les gens qui ont créé les réseaux sociaux, sur Google, etc., qui remettaient en question leur propre les algorithmes. Intervention dans tout ça, et qui ont l'impression que maintenant la machine est vraiment difficilement contrôlable, quoi. Voilà. On va changer un peu de sujet, mes invités, et je vais vous poser la dernière question de l'émission, question que je pose à tous mes invités, puisque ça fait des jolies réponses. Que dirait l'enfant que vous étiez de l'adulte que vous êtes devenu, Alain Chamfort ? J'espère qu'il donnerait envie, en tout cas. J'espère qu'il serait content, qu'il aurait envie de lui ressembler. Ouais. Je sais pas. Vous espérez, vous en êtes persuadé ? Ah, j'en suis pas persuadé. Non, mais quand j'étais enfant, j'avais. Vous vouliez être musicien. Je sais que j'avais des modèles, enfin des gens qui m'impressionnaient, enfin en tout cas qui me donnaient le sentiment d'être ce que j'aurais aimé moi devenir. Oui. Alors peut-être que j'aimerais bien incarner ce modèle-là. Vous en êtes pas trop loin, a priori. Oh, j'en sais rien, je m'en rends pas compte. Maintenant, je regarde avec mon regard d'adulte, ça a changé, malheureusement. Frédéric Salabarro, qu'est-ce que dirait l'enfant ? Je pense que le petit garçon dirait sois fidèle à nos rêves. Oh, et donc vous l'avez été ? Il faut que je le sois plus. Ah bon, encore plus ? Oui, beaucoup plus. Vous en êtes pas loin quand même, a priori aussi. Merci à tous les deux pour votre joli partage, c'était excellent. Alors je rappelle à tous qu'on peut retrouver le dernier livre de Frédéric Salabarro, Bloom le Magnifique, qui est sorti aux éditions de l'Observatoire chez tous les bons libraires. Alain Chamfort, il faut rester posted, keep posted, parce que votre prochain album sort en 2022. Est-ce qu'il y a des choses que vous avez envie qu'on écoute en ce moment peut-être, ou qu'on suive de vous ? Alors j'ai fait un concert philharmonique que j'ai trouvé vraiment très joli. Oui. Et il est question qu'on le reproduise à plusieurs occasions, mais pas avant 2022. Voilà, donc il y aura avec les orchestres régionaux, les orchestres nationaux, tout ça, on fera une tournée de mon répertoire réorchestré par
Nobuyuki Nakajima, qui est un super orchestrateur qui avait fait les reprises pour Jane Birkin, notamment tout le travail de Gainsbourg. Et voilà, et donc je suis en train de... Disons que ça, c'est le projet qui existe. Et puis, parallèlement, je travaille sur mon prochain album. Oui, d'accord. Eh ben, on attend ça avec impatience. Merci à tous. On se retrouve dimanche prochain à 19h. Plus que 2 éditions de C'est excellent avant l'été. Merci à Bastien Malric qui réalise cette émission, Laura Pierre de l'équipe du Web et Méloane Rock, évidemment aux équipes de Sud Radio aussi. La playlist C'est excellent est en podcast et en vidéo sur sudradio.fr et la chaîne YouTube de la radio, sans oublier les réseaux sociaux. Bisous les copains. À la semaine prochaine.